L'histoire de Mabel commence au pied du mur, encerclée par des soldats qui lui pointent leurs lames droit à la gorge. Ils sont persuadés d'avoir enfin débusqué la légendaire sorcière à l'œil maudit et réclament déjà sa tête. Sans la moindre explication, la pauvre fille se retrouve jetée sans ménagement au fond d'un cachot crasseux. Il faut dire que dans ce monde, avoir les cheveux rouges attire les ennuis à cause d'une vieille légende d'une sorcière aurait juré de revenir 100 ans plus tard pour tout réduire en cendres. Et comme le délai vient de s'écouler, c'est Mabel qui se retrouve avec le mauvais rôle dans cette tragédie. Pourtant fille de marquis et fiancée du prince, cela fait 3 jours qu'elle croupit en cellule, se demandant à quel moment précis sa vie a basculé dans l'horreur. Alors qu'elle est sur le point de lâcher prise, sa sœur Elena débarque en jouant la comédie du désespoir. La blonde parfaite n'est pas venue seule, elle est accompagnée du chevalier de la famille pour donner plus de poids à son petit numéro. Elle lui lâche la bombe, le grand prêtre a été retrouvé mort et des témoins jurent avoir vu une rousse aux yeux d'or dans les parages. En un clin d'œil, le dossier est bouclé et le peuple est déjà convaincu de sa culpabilité. Mabel le sait, si elle est déclarée réincarnation de la sorcière, son chemin s'arrêtera net sur l'échafaud. Mais Elena, toujours si attentionnée, sort un document et lui propose une issue. Elle n'a qu'à signer une confession admettant qu'il s'agissait d'un accident, et sa sœur s'occupera du reste. Le chevalier en rajoute une couche, affirmant que sans sa signature, l'exécution sera immédiate. Elena lui jure sur son titre de sainte que c'est l'unique moyen de sauver l'honneur de la famille et qu'elle la réhabilitera plus tard. Mabel ose aboie, sans que si elle refuse, elle entraînera tous les siens dans sa chute. Elena l'enlace à travers les barreaux avec une affection qui sonne faux à des kilomètres. C'est le geste d'une sœur exemplaire, le genre à vous lancer une bouée en béton pour être bien sûr que vous ne remontiez jamais à la surface. Dès qu'elle récupère la confession signée, le masque de sainte d'Elena se brise. Elle contemple le papier avec une ambition effrayante et lui balance la vérité sans filtre. Maintenant qu'elle a sa signature, l'exécution est inévitable. Mabel reste pétrifiée. Elle ne peut pas croire que la fille qui l'a toujours protégée soit un tel monstre. Apparemment, Elena a décidé que le meilleur moyen de s'attirer les faveurs du peuple était de livrer sa propre sœur en pâture, pour que tout le monde dorme sur ses 2 oreilles. Espérant encore qu'il s'agisse d'une blague de mauvais goût, Mabel lui demande pourquoi elle lui répétait sans cesse qu'elle l'aimait. La réponse d'Elena est cinglante, parce qu'en te disant ça, tu faisais absolument tout ce que je voulais. Simple et efficace. On comprend vite que la blonde est pressée de monter sur le trône et qu'elle n'allait pas laisser une sœur inutile s'installer la première. Les autres princes étant déjà 6 pieds sous terre, son fiancé Raoul est devenu l'unique héritier et Elena se comporte déjà comme la maîtresse des lieux. Elle quitte la cellule sans un regard en arrière, suivie de Ricardo, un garde du corps qui a autant de personnalité qu'une plante verte en plastique. Mabel hurle derrière ses barreaux, suppliant Ricardo de l'écouter. Mais l'homme s'éloigne comme s'il ne l'avait jamais vu de sa vie. C'est seulement là qu'elle réalise que son amour fraternel n'a servi qu'à empiler le bois de son propre bûcher. Le jour du spectacle arrive et Mabel se retrouve attachée à un poteau au milieu de la place publique. L'homme chargé d'allumer le feu n'est autre que Raoul Magnolia, son propre fiancé. Le type traîne le surnom d'exécuteur des enfers, et on comprend vite que ce n'est pas juste pour la frime. Il l'observe avec une indifférence plus douloureuse que les flammes, comme s'il sortait les poubelles un lundi matin. Raoul ne perd pas de temps, il profite de l'événement pour montrer à tout le royaume à quel point son uniforme lui va bien, pendant que sa promise se transforme lentement en cendres. Dès que Raoul lance la torche, la foule exulte, comme si on venait de marquer le but de la victoire à la dernière minute. Au milieu de l'agonie, Mabel ressent une haine plus brûlante que l'incendie. Elle aurait voulu être une vraie sorcière pour utiliser le pouvoir de l'œil maudit et les rayer tous de la carte avant qu'ils ne s'arrêtent d'applaudir. Mais juste au moment où tout semble fini, un sablier surgit de nulle part et le temps vole en éclats. Sous sa capuche, Mabel rouvre les yeux avec un éclat doré qui promet de réclamer chaque dette avec les intérêts. La victime n'est plus place à la véritable sorcière. Mabel se retrouve plongée dans l'obscurité face à une femme mystérieuse qui, de toute évidence, en sait bien plus qu'elle ne veut bien l'admettre. Sans dire un mot, l'inconnu encapuchonné lui dépose un baiser sur le front, comme si elle lui transférait un pouvoir directement dans le cerveau. Les yeux de Mabel la brûlent et son regard change instantanément, c'est le signe qu'elle possède désormais un don qui va bien au-delà de la simple destruction. Avant même de pouvoir demander ce qui lui arrive, elle se redresse d'un bond dans son lit, trempée de sueur, tandis que le souvenir des flammes lui consume encore la peau. C'est l'incompréhension totale. Il y a une seconde, elle n'était que cendre, et la voilà de retour dans sa chambre, en pyjama, comme si de rien n'était. Kate, la seule employée du manoir qui ne soit pas une ordure, entre alors pour lui annoncer qu'il est temps de commencer la journée. En entendant le programme, Mabel se glace, elle doit se rendre au château de Raoul pour célébrer sa promotion. C'est là qu'elle réalise qu'elle a remonté le temps de 2 ans. C'est une chance inespérée d'éviter de finir rôti sur la place publique. À cette époque, Raoul n'était encore que le 3e prince. Un paria illégitime avec qui on l'avait fiancé car personne ne misait un centime sur lui. Mais c'était sans compter sur la peste qui a donné un sacré coup de pouce à sa carrière politique en emportant tous ses frères aînés en à peine une semaine, lui ouvrant grand les portes du trône sans qu'il ait à lever le petit doigt. Mabel enfile sa plus belle robe pour sauver les apparences.
tout en essayant d'intégrer qu'elle est revenue pile au moment où tout a commencé à basculer. Elle avance dans le couloir, luttant pour ne pas s'effondrer, quand sa sœur Elena surgit devant elle. Mabel reste pétrifiée face à cette blonde, dont la douceur apparente sonne plus faux qu'un billet de Monopoly, une femme capable de l'envoyer à l'échafaud sans sourciller, juste pour grappiller un peu de pouvoir. Elena la presse comme si de rien n'était, mais intérieurement, notre héroïne est en train de revivre l'instant précis de sa propre exécution. Au dîner, l'ambiance est si pesante que personne n'ose même faire de bruit en mangeant. Le père de Mabel, avec la subtilité d'un rouleau compresseur, lui rappelle qu'elle est la honte de la famille parce qu'elle n'a pas une once de magie en elle. Profitant de l'humeur exécrable du patriarche, Elena lance son hameçon avec son plus beau visage d'ange. Elle propose d'envoyer un présent à la fille d'une comtesse et suggère que Mabel s'occupe de la broderie. Le plan est rodé, la rousse doit se bousiller les doigts à coudre pour que la blonde puisse ensuite se pavaner avec des talents qu'elle n'a absolument pas. Dans sa vie antérieure, Mabel aurait accepté d'être la petite main de sa sœur, mais aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. Dès qu'Elena joint les mains d'un air suppliant pour lui demander ce service, Mabel lui lâche un nom si sec qu'il résonne dans toute la salle. Un silence de mort s'installe. Son père manque de s'étouffer et se lève brusquement, incapable de concevoir que sa ratée de fille ose l'ouvrir devant le joyau de la famille. Malgré les hurlements de l'homme, Mabel ne scie pas. Avec un calme olympien, elle retourne l'argument contre eux si ce lien avec la noblesse est si crucial. Il est normal que le cadeau soit confectionné par la personne la plus douée du manoir, c'est-à-dire Elena, prise au piège de son propre rôle de fille parfaite. La blonde n'a d'autre choix que d'accepter la tâche pour ne pas passer pour une imposture. Premier round pour Mabel. Mais pas le temps de savourer, elle doit maintenant s'attaquer au vrai problème, le prince Raoul. L'homme qui dans le futur l'a condamné à mort sans hésiter. Un type avec l'empathie d'une brique et une réputation de monstre. Sa tension chute rien qu'en repensant à son visage, mais elle sait qu'elle doit avancer ses pions avant qu'il ne prépare son exécution. Sur le chemin du château, les rumeurs de la rue confirment que le bonhomme est une vraie menace. Raoul a la subtilité d'un lance-flamme, il a récemment éradiqué une invasion de mythes vampires en brûlant la forêt entière, persuadé que la meilleure façon de régler un problème est de ne rien laisser debout derrière soi. C'est avec ce passif en tête que Mabel arrive au rendez-vous, prête à voir si le prince fait toujours le poids face à quelqu'un qui connaît déjà la fin de l'histoire. Tout a commencé 6 mois avant que Mabel ne remonte le temps, alors que le roi plaçait déjà ses pions. Son fils Raoul revenait d'une campagne victorieuse, et pour le récompenser, il avait décidé de l'unir à la prestigieuse lignée des Furiaria. Mais Raoul n'est pas vraiment du genre à faire des courbettes, on l'appelle le bourreau des flammes infernales. Un type qui a la fâcheuse tendance à réduire en cendres tout ce qui l'agace. Elena, jouant les victimes à la perfection, a juré qu'il la terrifiait, et que même ses pouvoirs de sainte ne feraient pas le poids face à un tel monstre. Pour leur père, ce petit drame était une aubaine plutôt que d'exposer sa fille préférée. Il a choisi de sacrifier Mabel. Le prince étant un fils illégitime, ses parents modèles ont jugé que leur fille, ratée, ferait une monnaie d'échange idéale. Pour le jeune homme aux cheveux d'argent, ce changement de dernière minute fut une insulte personnelle. Qu'on lui refile l'incapable au lieu du prodige était un message de mépris flagrant. Il a donc décidé de leur rendre l'appareil. Il l'a ignoré au point que la pauvre fille a passé des mois à faire tapisserie au sein du château. De retour dans le présent, notre héroïne sait que sa priorité est de se débarrasser de cet héritier au tempérament explosif. Elle n'a pas oublié que dans sa vie antérieure, Elena l'avait fait assassiner par pure jalousie dès que les héritiers sont morts et que Mabel s'est retrouvée sur le trône. La blonde n'a pas supporté de voir sa grande sœur lui faire de l'ombre. Soudain, le bourreau déboule dans la pièce, l'air sombre, et lui demande ce qu'elle fiche là avec la chaleur d'un iceberg. Loin de paniquer, Mabel se dit qu'elle a tiré le gros lot. Que ce type soit un ours mal léché est la meilleure chose qui pouvait lui arriver s'il ne peut pas la piffrer. Elle n'aura aucun mal à se servir de son hostilité pour faire capoter le mariage. Elle tente de se justifier en mentionnant la lettre qu'elle a envoyée pour prévenir de sa visite. Mais le prince semble avoir un sérieux trou de mémoire à ce sujet. L'ambiance est électrique. On pourrait couper la tension au couteau, jusqu'à ce qu'un officier annonce que le thé est servi. En se dirigeant vers le jardin, elle en profite pour se renseigner sur les dignitaires du temple présents. Elle doit savoir exactement qui rayer de la carte quand elle commencera son grand ménage. Raoul la dévisage, persuadé que la rousse ne fait pas un pas sans avoir une idée derrière la tête. Une fois seul, il se lève brusquement et la coince contre son siège, le regard noir. « C'est quoi ton petit jeu » lâche-t-il sans détour. Mabel se crispe, mais maintient qu'en tant que future épouse, elle veut simplement s'occuper des préparatifs. Raoul ne gobe rien, et c'est là que les choses dégénèrent. Il perd patience et ses flammes jaillissent tout autour d'eux, comme si une conduite de gaz venait d'exploser. C'est sa fameuse furie magique, un déchaînement de mana qui réduit tout en cendres dès qu'il sort de ses gonds. La jeune femme reste pétrifiée devant ce spectacle jusqu'à ce que, d'un coup, le feu s'éteigne. Il lui ordonne de ne pas bouger, prétextant qu'il a quelque chose à lui remettre, et s'en va avec un calme olympien qui fait froid dans le dos. Encore tremblante, Mabel se confirme que son futur mari est un véritable danger public. Elle sait qu'elle ne peut pas baisser sa garde, Raoul est une bombe à retardement,
et elle se trouve pile dans le rayon de l'explosion. Pendant ce temps, dans le bureau royal, un employé est au bord de l'apoplexie en suppliant le prince de lui pardonner une erreur administrative. Il s'avère que le responsable des archives a bêtement égaré une lettre de sa fiancée. Le bourreau le fixe comme s'il choisissait déjà le modèle de son cercueil et le prévient qu'il n'y aura pas de seconde chance. Le pauvre bougre s'enfuit avant de finir carbonisé. Mais dès que la porte se referme, le masque de dur à cuir du prince s'effrite totalement. Il contemple l'enveloppe avec une délicatesse insoupçonnée et murmure que c'est déjà la 10e. Le gars qui terrorisait tout le monde il y a une minute a maintenant l'air d'un collégien amoureux. En réalité, le grand bourreau est le premier fan de la jeune femme, un grand romantique qui collectionne ses lettres en secret pendant que le reste du monde tremble devant lui. Il reste là, à l'appeler sa bien-aimée, confirmant que son obsession est d'un tout autre niveau. L'air patibulaire du prince n'était qu'une façade. Alors que Mabel se demandait s'il allait l'envoyer au billot sur le champ, Raoul, lui, était totalement sous le charme. Il la dévorait des yeux, pensant qu'il ne pouvait rien exister d'aussi parfait en ce bas monde, tout en faisant un effort surhumain pour garder son masque de marbre et ne pas griller à quel point il était mordu. Le souci, c'est qu'en essayant de paraître naturel, il a fini par prendre un ton de flic en plein interrogatoire. Il lui a demandé, avec une intensité flippante, pourquoi elle tenait tant à assister à sa cérémonie d'investiture. Mais Mabel, plus vive que lui, l'a mouché avec une réponse imparable. C'est son devoir de s'intéresser à tout puisqu'elle est la future consort. Là, le cerveau de Raoul a planté. Le petit prince s'est mis à planer, persuadé qu'elle était à fond uniquement parce qu'elle mourait d'envie de l'épouser. Au fond, c'est un caniche déguisé en loup. C'est pile à ce moment-là qu'un de ces papillons magiques à l'allure louche s'est glissé dans le jardin pour s'en prendre à la jeune femme. Raoul l'a repéré au quart de tour, et pour ne pas l'effrayer, il l'a purement et simplement effacée d'un claquement de doigts. Il l'a rayée de la carte avant même qu'elle ne remarque la bestiole. Après ce petit tour de passe-passe, on avance un peu dans le temps. Raoul réapparaît avec un écrin, essayant tant bien que mal de gérer ses démons intérieurs. Sachant qu'on le surnomme le bourreau des enfers, il est persuadé que Mabel ne peut pas le piffrer. Il a même songé à annuler les fiançailles, le gars joue les durs, mais il a un cœur d'artichaut. Il s'approche et lui tend un collier qui coûte probablement le PIB d'un pays. C'est une relique portée par toutes les princesses héritières. Mais pour ne pas passer pour un désespéré, il a prétendu que c'était un simple prêt, car rien n'est encore signé. C'est bien le seul mec du royaume capable de t'offrir le trésor de la couronne en disant qu'il te le prête juste pour ne pas qu'il prenne la poussière. Mabel a accepté le cadeau, même si elle trouvait ça louche dans sa vie précédente. Ce bijou lui était arrivé par courrier, pas remis en main propre. Pour couronner le tout, Raoul a prétexté un problème de logistique pour justifier le fait qu'elle n'ait jamais reçu sa lettre. Elle s'est excusée pour ce manque de respect, tandis qu'il a rejeté la faute sur les services postaux. Ils sont restés là dans un silence si pesant qu'on aurait eu envie de commander un taxi pour fuir la scène. Mabel n'avait pas percuté que le bougre essayait de s'excuser à sa manière. Et c'est ainsi, entre bijoux prêtés et pardon maladroit, que la nuit est tombée sur le château. Alors que Mabel se repose, on découvre enfin la vérité sur sa première vie. Raoul ne l'a pas exécutée par haine, mais parce qu'il était fou d'elle. À l'époque, Mabel avait été condamnée pour sorcellerie. Et même si Raoul a hurlé pour tenter de la sauver, personne ne l'a écouté. Le roi, un vieux débris au bout du rouleau, a posé un ultimatum à son fils, soit il l'incinérait lui-même avec ses flammes, soit le vieux s'en chargeait en personne. Une façon très saine de lui faire comprendre que la raison d'État passe avant les amourettes. Raoul a fini par obéir, mais il a instantanément pété les plombs. Dès qu'elle s'est évaporée en fumée, le gars est passé en mode berserker, ravageant tout sur son passage dans un déluge de cris et de larmes. Une preuve d'amour assez tragique, il a fait en sorte que le royaume entier soit réduit en cendres, s'assurant ainsi que personne n'ait jamais à s'encombrer de sa succession après lui. Mabel se réveille en sursaut, hantée par ce regard désespéré de Raoul qui brûle désormais sa mémoire. L'image de l'assassin de sang-froid qu'elle gardait en tête ne colle plus, il y a un truc dans cette histoire qui lui échappe encore. Pendant ce temps, Elena entre en scène. La frangine blonde joue les saintes, mais sa liste de péchés est plus longue que son compte en banque. Elle se plaint que jouer la fille parfaite est un sacrifice insupportable, prouvant bien que sa gentillesse n'est qu'une vaste comédie. Elle est nerveuse parce que Mabel ne se laisse plus marcher sur les pieds. Cette lueur de rébellion dans les yeux de sa sœur gâche tous ses plans. Elena n'est pas bête, et faute de pouvoir maltraiter quelqu'un, elle passe ses nerfs sur un pauvre chat de gouttière qui passait par là. Elle le dévisage comme s'il était une erreur de la nature et ordonne à Ricardo de dégager de sa vue immédiatement. Le type est une vraie machine à obéir, il lève la main et, en un éclair, la pauvre bête finit changée en bloc de glace. Une fin plutôt glaciale pour un chat qui ne faisait que passer. Mabel observe la scène depuis sa fenêtre, le cœur au bord des lèvres, mais Elena, elle, savoure le spectacle. Elle ricane en disant que le chat a l'air aussi pathétique que sa sœur, avant de suggérer à son toutou qu'il pourrait faire subir le même sort à Mabel pour abréger leur souffrance à toutes les deux. Ricardo acquiesce sans sourciller pour lui. Planifier un meurtre a autant d'importance que de choisir une marque de lait. En comprenant que sa propre sœur vient de signer son arrêt de mort avant même le déjeuner, Mabel reste pétrifiée. Ricardo n'a pas une once de pitié.
Ce type est capable de glacer un pauvre chaton sans défense avec son habituel regard de marbre. C'est un sadique pur jus, et il vient d'en donner la preuve. Mabel assiste à la scène depuis la fenêtre, pétrifiée par la panique. Elle se précipite dehors pour tenter d'intervenir, mais s'arrête net à mi-chemin, en plein doute. Elle garde en mémoire un Ricardo bien différent. Enfant, il était déjà réservé et impassible, mais il n'avait rien d'un monstre. Elle se rappelle soudain le jour où elle avait trouvé un oisillon tombé nu. Au lieu de l'achever, Ricardo avait grimpé à l'arbre pour le remettre à sa place sans dire un mot. Si vous pensiez que le garçon avait un cœur, vous pouvez oublier ce souvenir appartient clairement à une autre époque. C'est évident, le gamin qui sauvait les oiseaux est mort depuis bien longtemps. Pendant ce temps, les servantes s'en donnent à cœur joie dans un coin. Elles disent que Ricardo ressemble à un spectre. On le surnomme le tueur au sang-froid, et pas seulement à cause de sa magie de glace, mais parce qu'il vous liquide sans scier. Le type est un véritable nettoyeur. C'est alors qu'apparaît Elena, la blonde au visage d'ange qui joue les saintes avec tout le personnel. Elle distribue quelques sourires de façade et les employés gobent tout sans hésiter, la trouvant adorable sans se douter qu'elle les méprise profondément. Elena savoure visiblement le fait de manipuler des gens qui n'ont aucune idée de sa vraie nature. Les servantes ne comprennent pas pourquoi la princesse accorde tant de valeur à un type aussi louche. Mais la réponse est simple, pour une manipulatrice comme Elena, posséder un chien de garde qui soit une arme de destruction massive est un luxe absolu. Heureusement pour Mabel, le drame familial attendra, car les émissaires du palais sont arrivés pour l'essayage de la robe. Malgré les complots, elle doit au moins être impeccable pour la cérémonie. Mabel respire enfin car le prince ne s'est pas montré, mais elle sait qu'elle ne peut pas baisser sa garde une seule seconde. Kate part faire quelques courses, laissant la jeune rousse tuer le temps seule avec un livre. Elle cherche une pièce métallique pour réparer un meuble, mais finit avec la poignée cassée dans la main. Un désastre. Apparemment, Elena a droit au budget du palais alors qu'elle doit se contenter de celui d'une pension miteuse, même ses tiroirs tombent en lambeaux. Comme les autres domestiques sont des vipères inutiles, elle décide de s'en occuper elle-même. Elle se dirige vers la remise à outils, bien décidée à ne pas se laisser abattre par une vis desserrée, sans remarquer que quelqu'un la suit de près. À peine est-elle entrée dans le hangar qu'elle entend le bruit sec de la porte qui se referme derrière elle. Elle essaie d'ouvrir, mais impossible, il n'y a pas de serrure. Quelqu'un l'a délibérément bloquée de l'extérieur. Et voilà Elena avec son sourire de détraqué, savourant sa petite méchanceté. Mais ce n'est pas une simple farce de gamine capricieuse, Elena fait partie de celles qui vous font disparaître pour de bon. Mabel sent un regard pesant sur sa nuque et comprend qu'elle n'est pas seule. Ricardo, le boucher personnel de sa sœur, l'attendait dans l'ombre. Le type sort une dague avec le calme olympien de celui qui sait déjà exactement où il va frapper. Il est clair qu'il n'est pas venu pour l'aider à bricoler, mais bien pour terminer la sale besogne commandée par sa maîtresse. Mabel comprend que le piège vient de se refermer sur elle. Cette fois, elle est grillée et n'a nulle part où se terrer. Surgissant de nulle part, Ricardo déboule dans la remise, une dague étincelante à la main. La pauvre se voit déjà passer l'arme à gauche, persuadée que le type ne va pas hésiter une seconde à lui faire la peau. Pendant ce temps, au manoir, c'est le branle-bas de combat chez les domestiques. La demoiselle est introuvable pour l'essayage de sa robe. Elena, la prétendue sainte de la famille, joue la comédie de la sœur inquiète à la perfection, tout en suggérant l'air de rien qu'elle s'est peut-être retrouvée coincée dans un coin. Quelle intuition foudroyante, n'est-ce pas? La blonde sort dans le jardin avec un sourire de garce qui lui barre tout le visage. Se servir de Ricardo pour dégager sa sœur, c'est presque trop facile, mais c'est justement ça qui est jouissif. Elle savoure d'avance la tête que fera le prince Raoul quand il se fera poser un lapin, prouvant qu'elle est une sacrée ordure, sous ses airs de ne pas y toucher. Elle se paie même le luxe de s'imaginer en train de lui piquer sa robe de bal. Elena tente alors de joindre son homme de main pour confirmer que la besogne est faite, mais Ricardo reste aux abonnés absents. De retour dans la remise, la rousse ferme les yeux, attendant le coup de grâce qui ne vient pas. Mais au lieu de sentir la lame, elle entend le gars lui dire de ne plus bouger, sous peine de s'en mêler les cheveux. Il s'avère que la dague ne servait qu'à dégager une vieille toile d'araignée qui traînait par là. Un tueur à gages avec une maniaquerie pareille. C'est du jamais vu. Mabel se demande s'il se fout de sa gueule ou s'il est sérieux. Ricardo lui soutient qu'on l'a simplement chargé de remettre un peu d'ordre dans ce débarras, mais pour elle, le bonhomme reste une énigme totale, impossible à cerner. Finalement, il plante son regard dans le sien et lui retourne la question: qu'est-ce qu'une fille comme elle fiche dans un trou pareil? Quel retournement de situation! Si le boucher a fini par se servir de sa dague pour chasser les toiles d'araignée plutôt que pour faucher des vies, profitez-en pour dépoussiérer un bon coup le bouton like. Abonnez-vous si vous ne voulez pas que la méchante vous enferme à la cave, et dites-moi en commentaire quel prochain manhwa vous voulez que je vous raconte. Allez, à la prochaine!